Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler notamment de la délimitation des frontières dans la mer. Dans la réalité, c'est aujourd'hui le domaine le plus important. Le plus grand nombre de conflits entre États est lié à des questions concernant la frontière exacte entre deux États. Il se pose aussi des questions parfois concernant des îles, ce qui est étroitement lié à la question de la mer, ou la question des frontières terrestres, mais c'est moins commun. Alors, ce territoire maritime est historiquement important, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits aujourd'hui? C'est surtout parce que ces dernières années, la technologie, la navigation, mais aussi les possibilités d'exploiter les ressources ont énormément évolué, ce qui rend des parties de la mer importantes et intéressantes qui peut-être auparavant ne l'étaient pas. Alors, historiquement, les États ont toujours revendiqué une mer territoriale. Historiquement, c'était souvent 3000 marins, un mille marins étant 1852 mètres. Donc vous voyez, c'est à peu près entre 5 et 6 kilomètres, ce qui correspondait normalement à ce que les États pouvaient éventuellement défendre. Mais au fur et à mesure, les États, bien sûr, ont eu intérêt à avoir une mer territoriale plus importante, peut-être aussi pour des questions de sécurité, des nouvelles technologies, des nouvelles armes. Et aujourd'hui, on accepte généralement que les États puissent revendiquer une mer territoriale jusqu'à 11 000 marins. Et comme la côte parfois n'est pas très claire, il y a aussi les marées, on les calcule, ces 12 000 marins, à partir d'une ligne de base de l'État côtier. Alors cette ligne de base est aussi définie dans les traités que nous allons voir dans un instant. Au-delà de la mer territoriale, qui peut aller jusqu'à 12 000 marins, mais il y a aussi des États qui en revendiquent moins, ou qui ne peuvent pas en revendiquer autant parce qu'il y a d'autres États qui sont opposés ou qui sont en face peut-être de la propre côte. Alors au-delà de la mer territoriale, il y a aujourd'hui des zones. On a défini en droit international des zones où les États côtiers ont pas la souveraineté territoriale. Ces zones ne font pas partie de la mer territoriale, mais les États côtiers ont certains privilèges. Ils ont plus de droits que les autres États dans ces zones. Et c'est pour ça que nous allons parler dans un instant de ces différentes zones. Finalement, au-delà de ces zones, il y a la haute mer. Ça a aussi été accepté par les États depuis longtemps. Grotius, par exemple, dont nous avons parlé, il a décrit la liberté de navigation en haute mer et le fait qu'aucun État ne devrait être en mesure de s'approprier la haute mer. Ça, c'est un principe qu'on a maintenu aussi dans les traités modernes, ce qui nécessite bien sûr des règles particulières quant aux questions juridiques liées à cette haute mer, qu'on appelle souvent aussi des eaux internationales. Voilà, c'est pas la mer territoriale d'un État. Alors, comment s'est développé ce droit de la mer? Notamment après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu différents traités et négociations. Par exemple, lors d'une conférence à Genève en 1958, on a adopté 4 conventions qui étaient historiquement importantes, qui aujourd'hui le sont un peu moins. Et dans ces 4 conventions, on avait déjà défini la mer territoriale, puis une première zone, la zone contiguë, dont nous parlons un instant. On avait parlé de la haute mer, on a aussi identifié le plateau continental, et puis dans une 4e convention, on avait identifié l'intérêt des États qui à l'époque étaient surtout dans la pêche
et par conséquent aussi dans la conservation des ressources biologiques pour pouvoir continuer la pêche. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'importance que le développement durable devrait au moins avoir dans les relations internationales, ces questions deviennent plus importantes. Alors, dans les années 70, on s'est commencé à demander qu'est-ce qu'on fait des fonds de mer, notamment au-delà de la mer territoriale. Alors historiquement, on s'y était pas tellement intéressé parce que des technologies n'existaient pas pour pouvoir exploiter, par exemple, les richesses de ces fonds de mer. Mais dans les années 60 et les années 70, la technologie a avancé. Et tout à coup, il devenait intéressant pour certains États, notamment des États très développés, qui avaient ces technologies, d'essayer d'exploiter les fonds de mer, en haute mer, et les pays en voie de développement notamment, où les petits États disaient, mais ce ne serait pas juste que simplement parce que certains États sont plus riches et ont accès à ces technologies, ils seraient les seuls à pouvoir exploiter les fonds de mer. Et donc on a débattu au sein des Nations Unies à l'Assemblée générale et on a adopté cette résolution 2749 qui qualifie maintenant les fonds de mer comme un patrimoine commun de l'humanité. C'est une espèce de condominium de tous les États. Tous les États ensemble gèrent ce patrimoine commun, ces fonds de mer, comme un patrimoine commun de l'humanité, ce qui nécessite évidemment des organes. Et par cette révolution, et un peu plus tard, par des conventions, on a créé des institutions internationales qui gèrent ces fonds de mer, qui essentiellement vendent le droit à des entreprises d'exploiter les fonds de mer. Donc là, on voit aussi un développement en droit international qui était très important et qui reste important aujourd'hui vu les richesses et le fait que de plus en plus d'entreprises maintenant, aujourd'hui, s'intéressent à ces fonds de mer. Alors, l'essentiel du droit de la mer d'aujourd'hui a été convention dans la Convention sur le droit de la mer de 1982, qu'on appelle aussi la Convention de Montego Bay. Plusieurs conférences avaient mené à la conclusion de cette convention. Notamment la présence des pays en voie de développement était très importante et le résultat, c'est ce qui s'appelle officiellement Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle est entrée en vigueur qu'en 1994, donc vous voyez avec un certain retard, parce qu'il y avait beaucoup d'États qui, surtout dans un premier temps, étaient opposés à cette convention. Et il y avait une partie de cette convention liée à ces fonds de mer dont nous venons de parler et le patrimoine commun de l'humanité où on devait encore trouver des détails et certains États voulaient attendre que ces détails soient connus, raison pour laquelle donc cette convention a tardé autant à entrer en vigueur. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des grands pays industrialisés ont ratifié cette convention. La Suisse l'a ratifiée en 2009, donc aussi avec un peu de retard, mais l'a ratifiée. Un des grands absents sont les États-Unis, qui sur certains points dans cette convention, notamment aussi concernant l'exploitation des fonds de mer, ne sont pas d'accord. Ce qu'il faut voir que même les États-Unis respectent tout de même certains des règles contenues dans cette convention. Ils disent que pour eux, ça correspond au droit coutumier dans ce domaine. Ça, c'est une situation dont nous avons déjà parlé, qu'un État peut se sentir lié par certaines règles qu'il considère comme étant du droit coutumier, tandis que d'autres États ont accepté un traité qui incorpore ces règles, et pour ces États-là, ils sont liés par ces règles parce qu'ils ont accepté le traité.
Donc c'est un bon exemple pour ce rapport entre droit coutumier et droit des traités. Alors, nous avons dit que les zones et la mer territoriale se calculent à partir de la ligne de base de chaque État. Et donc, cette ligne de base est importante. Comment est-elle définie dans la Convention de Montego Bay? Elle est définie comme une ligne qui est constituée par la laisse de basse mer, c'est-à-dire la limite des zones qui sont toujours couvertes par la mer, quelle que soit la marée, en l'absence de phénomènes météo-océanographiques exceptionnels. Donc, il peut y avoir des situations particulières dont on peut tenir compte, mais on ne va pas aller dans les détails. Dans certains cas, par exemple quand il y a des îles tout proches du littoral, ou si la côte est très découpée, c'est de l'est de basse mer, qu'on appelle la ligne de base normale. Elle peut être remplacée par une ligne de base droite, composée de segments ne s'écartant pas de la direction générale de la côte en joignant des points situés sur la laisse de basse mer. Ce sont normalement des situations où les États se sont mis d'accord sur aussi certaines revendications historiques. Alors, une fois que vous avez identifié cette basse mer, ça vous permet de calculer l'étendue des différents espaces. Alors ici, vous avez un schéma un peu simplifié. Vous voyez la ligne de base qui, tout ce qui est à l'intérieur de cette ligne de base vers la côte fait encore partie des eaux intérieures. Et c'est notamment le cas, comme on le voit ici, quand il y a par exemple des embouchures de fleuves, ou voilà ces exceptions dont on vient de parler, quand il devrait y avoir des îlots, des îles tout près de la côte, comme on le voit ici dans cette représentation. Une fois qu'on a identifié la ligne de base, on peut calculer la mer territoriale qui peut avoir une étendue maximale de 12 000 marins. Ça, nous avons déjà vu. Récemment, par exemple, entre la Grèce et la Turquie, il y a eu des questions concernant la mer territoriale parce que, historiquement, certains États, y inclus la Grèce, n'avaient revendiqué qu'une mer territoriale de 6 000 marins. Et maintenant, ces États avaient tout de même proclamé qu'ils allaient revendiquer 12 000. C'est acceptable en vertu de la Convention de Montego Bay, mais c'est clair, ça rend le calcul des autres zones, il faut recalculer ça. Alors la zone qui suit la mer territoriale, c'est la zone contiguë, qui elle-même peut aussi avoir une étendue maximale de 12 000. Elle est suivie par ce qui normalement est appelé la zone économique exclusive. Et vous voyez, elle est beaucoup plus importante. Elle peut aller à 200 000 marins. Et dans la plupart des différents États, c'est cette zone économique exclusive qui est controversée. Dans un instant, nous allons voir certains États revendiquent aussi une influence sur leur plateau continental. Et l'existence d'un tel plateau continental est souvent controversée. Nous allons voir un instant quels sont les droits dérivés de l'existence d'un tel plateau continental étendu. Finalement, le reste, on le voit ici, c'est les eaux internationales, la haute mer, où tous les États ont les mêmes droits. Alors, parlons de la première zone, de la zone contiguë. Elle ne fait pas partie de la mer territoriale. Donc, les États ne sont pas souverains, mais c'est un espace tampon. Et cette zone contiguë peut aller jusqu'à 24 000 de la ligne de base. Donc, si un État côtier revendique déjà 12 000 de mer territoriale, il y aurait encore un maximum de 12 000 pour la zone contiguë. Si un État côtier ne revendique que 6 000
par exemple, pour sa mer territoriale, il aurait encore une réserve de 18 000 marins pour la zone contiguë. Donc c'est un peu flexible, mais l'ensemble ne peut pas aller au-delà de 24 000 marins. Dans cette zone, les États peuvent notamment contrôler des bateaux qui devraient rentrer dans cette zone pour prévenir et réprimer les infractions aux lois nationales, notamment la contrebande, la pêche, d'autres crimes. Par exemple, dans la mer des Caraïbes, il y a beaucoup de contrôles qui sont exécutés. Déjà historiquement, dans les années 20, quand aux États-Unis il y avait la prohibition de l'alcool, il y avait des contrôles pour éviter ce type de contrebande. Aujourd'hui, c'est plutôt le trafic de drogue, le trafic de personnes qui est devenu important. Et là, dans cette zone, l'État côtier est le seul à avoir ce droit de contrôler les bateaux qui devraient être présents. Au-delà de la zone contiguë, vous avez la zone économique exclusive, cette fameuse ZEE, qui devient de plus en plus importante parce que de plus en plus d'États s'intéressent à exploiter les richesses de cette zone économique exclusive. Et c'est plus seulement la pêche, c'est de plus en plus l'exploration et l'exploitation des fonds marins dans cette zone économique exclusif, et cela mène à beaucoup de différends entre les États. Donc ces richesses qu'on trouve dans cette zone, notamment sur les fonds marins et surtout le sous-sol aussi, où il y a souvent du pétrole, du gaz ou des matières premières qui sont intéressantes, ça fait que les États ont parfois des problèmes à délimiter les frontières de leur zone économique exclusive. Alors, pour compliquer la délimitation des frontières, notamment de la zone économique exclusive, il existe géographiquement ce qu'on appelle un plateau continental. Et c'est une bordure immergée du littoral descendant en pente douce sous la mer. Donc c'est la partie du fond de la mer qui est proche du littoral, souvent, mais proche veut dire ici jusqu'à 200-250 000 marins, et qui n'est pas trop profond, où la mer n'est pas très profonde, et donc là, déjà historiquement, les États étaient souvent en mesure d'exploiter les ressources et ils s'y intéressaient aussi historiquement. Si ce plateau continental ne dépasse pas les 200 000 marins, normalement la question ne se pose pas parce que de toute manière l'État peut revendiquer cette zone comme sa zone économique exclusive. Mais le deuxième point ici est important, si le plateau continental naturel excède les 200 000 marins, là le plateau continental continue et s'arrête juridiquement au rebord externe de la marge continentale. Donc ici tout à coup l'État côtier, grâce à cet article 77, peut revendiquer plus que les 200 000 marins s'il peut prouver l'existence d'un plateau continental qui va au-delà des 200 000 marins. Il y a tout de même des limites, c'est le troisième point ici. Le plateau continental ne peut s'étendre au-delà d'une limite maximale, soit 350 000 marins à partir de ligne de base, soit 100 000 marins au-delà de l'isobate 2500 mètres. Ça, c'est une ligne reliant les points d'une profondeur égale de 2500 mètres. Donc, si ça devient très très profond tout à coup,
là aussi, il y a une limite. Ça, c'est le résultat des négociations de l'époque entre les États. Et vous voyez, donc, avec ces règles-là, on peut calculer exactement l'extension soit de la zone économique exclusive, soit du plateau continental sur lequel les États côtiers ont encore des droits économiques exclusifs. Il y a tout de même plusieurs questions qui se posent, notamment la question de savoir si un plateau continental existe ou si il y a d'autres structures géomorphologiques dans la mer qui ne constituent pas un plateau continental et qui ne justifient donc pas d'invoquer ces règles. Cela rend ce domaine très technique, assez compliqué et crée beaucoup de différends entre les États. Alors ici vous avez une image où on essaye de montrer ce plateau continental. Vous voyez, il y a donc le sol, le territoire terrestre, c'est la terre émergée, et puis une première partie de la mer, où elle n'est pas très profonde, ça pourrait constituer le plateau continental. Et l'idée, c'est que normalement, là où ce plateau continental s'arrête, le fond de mer est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus profond. On parle du talus continental, qui normalement devrait se trouver en haute mer et donc constituer des eaux internationales, et où les fonds marins à ce moment-là, et là ça devient important, en haute mer sont donc des fonds marins qui constituent un patrimoine commun de l'humanité. Il faut encore rappeler que, bien sûr, toutes ces questions concernant la zone économique exclusive, l'existence d'un plateau continental, ne se posent qu'au-delà de la mer territoriale. Pour la mer territoriale, cette première zone, qui peut avoir une étendue maximale de 12 000 marins, la question ne se pose pas, c'est la mer territoriale d'un État, l'État est souverain. Alors, pour le plateau continental, les droits économiques correspondent essentiellement à ceux dans la zone économique exclusive. L'État côtier dispose de droits souverains relatifs à l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles du plateau continental, ce qui porte sur les fonds marins et leur sous-sol, mais à l'exclusion des eaux surjacentes. Donc ici, la pêche, notamment, n'est plus inclue, contrairement à la zone économique exclusive. Donc vous voyez des petites différences qui peuvent, dans certains cas, être importantes. Alors la haute mer, les eaux internationales ont leur propre régime juridique, et qui est particulièrement intéressant, bien sûr, parce que beaucoup de règles sont des règles nationales et qui s'appliquent sur le territoire d'un État. Et en haute mer, ce n'est pas le cas, donc il faut créer et connaître les règles qui sont applicables, qu'on trouve essentiellement aujourd'hui dans ce droit de la mer, essentiellement codifié dans cette convention de Montego Bay. Par exemple, le principe de la liberté de navigation, la liberté de survol, la liberté de pêche, la liberté de la recherche scientifique et la liberté de poser des câbles et des pipelines, de construire des îles artificielles. Tous les États ont ce droit. Et là, vous voyez aussi l'enjeu actuel, la question de durabilité, protection des ressources, gestion dans l'intérêt aussi des générations futures, n'est peut-être pas suffisamment respectée par ces principes de liberté traditionnels. Et donc, aujourd'hui, il existe beaucoup de traités plus récents, de nouveaux régimes, souvent aussi entre États côtiers, pour trouver des solutions communes pour aussi tenir compte des impératifs du développement durable, de la protection de la faune et de la flore, et aussi la prévention d'accidents ou de dégâts
dans ces domaines. Ça, c'est dans le domaine du droit de l'environnement, dans le domaine du droit international économique concernant la navigation maritime. Là, il y a des traités importants qui essayent de tenir compte d'autres problèmes dont on n'avait historiquement pas tenu compte suffisamment. Alors, malgré ces règles dans le droit de la mer, cette délimitation des espaces maritimes reste complexe. Comme pour ses propres frontières, c'est normalement un acte unilatéral de l'État côtier qui décrit donc, en respectant le droit international, sa mer territoriale et revendique normalement une zone contiguë, une zone économique exclusive, avec éventuellement des droits sur un plateau continental. Souvent, notamment quand il y a entre deux États, bien sûr, les deux doivent être d'accord concernant la délimitation de la frontière. Donc ici, comme on l'a vu déjà pour les frontières de manière générale, il y a souvent des accords entre les États. Et là où, notamment pour des États voisins, souvent ces États acceptent la règle d'équidistance pour délimiter leur zone. Et c'est aussi la règle préférée de l'article 15 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours accepté. Dans certains cas, notamment quand il y a eu un développement historique, la Cour a aussi invité les États à utiliser, pour trouver ensemble une solution concernant ces frontières, des principes équitables et de tenir compte, par exemple, de circonstances spéciales qu'ils pourraient avoir, notamment des questions et des pratiques historiques. Donc, il faut souvent bien étudier au cas par cas quelles sont les frontières respectées entre deux États. Et ça explique aussi pourquoi il y a tout de même autant de différends aujourd'hui quant à la délimitation exacte et acceptée des espaces maritimes entre deux États. Cette règle d'équidistance, qui est souvent utilisée, non seulement pour la mer, mais aussi pour les eaux internes. Vous vous souvenez, on avait parlé du lac de Constance et la Suisse qui aimerait bien voir délimiter la frontière dans le lac de Constance par une règle d'équidistance, ce que l'Autriche ne veut pas historiquement. On a aussi vu la Suisse et la France qui, pour le lac Léman, ont essentiellement utilisé cette règle d'équidistance. Et en mer, si des États acceptent d'appliquer cette règle, c'est normalement sont des ordinateurs, voire des satellites qui aident les États à délimiter ces frontières. Ici, vous avez une image pour les Pays-Bas, où on voit la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, où on a utilisé cette règle d'équidistance, et aussi la frontière entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Là, on a aussi appliqué cette règle d'équidistance. Et puis avec les autres voisins, notamment l'Allemagne, le Danemark, etc. Et ça donne donc une idée concernant la mer territoriale et les zones revendiquées par les Pays-Bas dans ce cas. Un différend actuel dont on a déjà parlé et que j'espère que vous l'avez vu sur le blog et que vous vous y êtes intéressé, c'est effectivement ce différend entre le Kenya et la Somalie concernant justement la frontière maritime entre les deux États. Alors il s'agit dans un premier temps ici déjà de la mer territoriale, mais ça devient beaucoup plus important vu son étendue concernant la zone économique exclusive. Et ici on avait déjà dit, le Kenya voudrait voir la frontière comme une ligne horizontale. Explication, le Kenya dit que c'est historiquement ce qui avait été convenu. Donc ça ne correspond pas aux règles dans la Convention sur le droit de la mer.
là, on propose l'équidistance, mais bien sûr, les États sont libres à trouver une autre solution. Et le Kenya dit que, notamment lors de l'indépendance des deux États, indépendance du Royaume-Uni, ce sont des anciennes colonies, ça aurait été cette ligne qui avait été retenue. La Somalie, par contre, elle voudrait une prolongation de la frontière interne, vous voyez, la frontière terrestre qui devrait continuer, et ce serait donc cette ligne en orange qui va vers le sud-est. Alors, ni la Somalie ni le Kenya invoquent pour le moment l'équidistance. Les deux argumentent que pour des raisons historiques et la pratique et le comportement des États pendant de nombreuses années, ce serait l'une ou l'autre des deux lignes. Ce qui donne ce grand triangle, notamment de la zone économique exclusive, qui serait attribué à l'un ou à l'autre des deux États selon le résultat de ce différend. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc aucun des deux États qui invoque ici la règle d'équidistance. Et il sera intéressant de voir ce que la Cour internationale de justice, comment elle se prononcera, si un des deux États peut éventuellement prouver ces revendications. Un principe en droit de la mer dont on parle parfois, mais qui est très controversé, c'est de dire, notamment pour des îles, notamment en haute mer, qui auraient un principe de contiguïté. Donc que les îles en haute mer devraient appartenir à l'État côtier qui est le plus près. Alors, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Si vous pensez aux nombreux États qui sont, ou des États indépendants, ou qui parfois appartiennent à d'autres États. Mais c'est souvent tout de même des résultats de la colonisation. Alors un exemple important dans ce sens, ce sont les Malvinas. L'Argentine revendique des îles qui sont devant sa côte, comme ses propres îles, et l'Argentine dit que c'était des îles qui faisaient partie, comme l'Argentine, de l'empire colonial espagnol, et comme elles sont dans la contiguïté du territoire terrestre de l'Argentine, c'est une des raisons pour lesquelles l'Argentine revendique ces îles. Par contre, le Royaume-Uni revendique toujours ces îles Falkland et dit que historiquement, ils avaient la possession de ces îles et il n'y a aucune raison pour le Royaume-Uni, notamment il n'y a pas un principe de contiguïté que le Royaume-Uni accepterait ici dans ce cas qui ferait que l'Argentine pourrait revendiquer ces îles. Et c'était cette différence concernant aussi ce principe de contiguïté, invocation par l'Argentine, rejet par le Royaume-Uni, a mené à la guerre des Malvinas, ou la guerre des Falkland Islands dans les années 80. Et encore aujourd'hui, ceci crée de temps en temps des problèmes entre les deux États. Alors j'ai déjà dit, l'espace aérien dépend essentiellement de l'existence d'un territoire terrestre et de la mer territoriale. Donc tout l'espace surjacent, le territoire terrestre et la mer territoriale, constitue l'espace aérien d'un État. Le survol doit être autorisé. Pour des survols militaires, c'est encore aujourd'hui, les États doivent régulièrement autoriser d'autres États à survoler leur territoire. Le cas de la Suisse est intéressant et important. La Suisse a une politique de neutralité et donc elle autorise le survol de son territoire, normalement pas pour des vols militaires, pour des États qui sont impliqués dans un conflit armé, notamment dans un conflit armé international, sauf pour des raisons humanitaires. Donc là,
on voit l'expression de ce principe. Pour les vols commerciaux, bien sûr, l'aviation civile et internationale est si importante aujourd'hui que déjà en 1944, on a négocié une convention qui règle l'aviation civile et qui inclut des règles sur l'aviation civile et le survol du territoire qui est inclus. Là aussi, il peut y avoir des exceptions. Certains États, dans certaines situations, ont interdit à d'autres États le survol de leur territoire, notamment quand ils avaient des différends ou ils étaient impliqués dans des conflits. Cela s'explique par cette souveraineté sur l'espace aérien de l'État. Cette souveraineté reste à la base même de la Convention sur l'aviation civile. Là, on exprime ce principe de manière très claire. Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien de son territoire. Et c'est par la suite, dans cette Convention de 1944, que les États accordent des droits de survol aux autres États parties pour faciliter l'aviation civile. C'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt.